Bonjour à tous, bienvenue sur Auto Hebdo pour une nouvelle émission, la 48e. Et puis, puisque c'est l'été, on va en profiter pour faire un petit débrief de cette première partie de saison de Formule 1 avec Hugues Derkel qui est avec moi pour revenir sur tout ce qui s'est passé. Ça va, Hugues? Très bien, comme d'habitude, hein, c'est l'été, il n'y a plus personne, donc c'est moi qu'on appelle, hein, c'est le remplaçant. La roue de secours, la cinquième roue du carrosse. Hugues, en deux mots déjà, qu'est-ce que tu as pensé de cette première partie de saison? On avait forcément beaucoup d'attentes, beaucoup d'incertitudes aussi. Mhm. Quel bilan t'en tires à la mi-saison? C'est mélangé, on a eu, je trouve, une entame de saison avec oh là là, Mercedes va tout gagner, on va se taper une saison à la Red Bull 2023. Et au final, deux bonnes surprises, donc hâte de battre de ça avec toi sur le détail de toutes ces écuries. Tout à fait, tu as parlé de Mercedes, on parlera d'eux à la fin, parce qu'on va remonter ensemble le classement constructeur. Tu penses au watch time. Exactement, je pense au watch time, je pense forcément à ça évidemment. On va donc garder le meilleur pour la fin, garder les meilleurs pour la fin, on va remonter le classement constructeur. On va se concentrer aujourd'hui vraiment sur les équipes, la performance globale de chaque structure. On parlera des pilotes plus tard dans une autre vidéo qui viendra dans les jours à venir. Mais donc commençons par parler des équipes. Et la première, forcément, c'est Cadillac, qui est dernière aujourd'hui du classement des constructeurs. 0 point marqué pour les Américains. Malgré tout, on peut parler quand même de débuts plutôt positifs. Il y a eu des problèmes de fiabilité, Hugues, Ouais, mais il y oui, a oui, aussi oui. eu quand même plutôt de bonnes choses pour une équipe qui, on le rappelle, a été montée en à peine un an finalement. C'est ça, là où dans les nouvelles équipes sur la grille, on parlera plus tard de Audi, il y a un peu ce côté de reprise avec le projet Stake Sauber, donc il y avait déjà des bases. Là, il faut vraiment se rendre compte que c'est la première fois qu'ils mettent une monoplace sur une piste. Donc, on va dire, je leur pardonne tout, en fait. Et je trouve qu'il y a peut-être même chez eux la mentalité de non mais ne regardez pas, laissez-nous faire. Je pense notamment au fait de prendre un line-up Bottas et Perez pour vraiment euh, comment dire, travailler le fonctionnel, le fonctionnement de l'équipe et pas tout de suite chercher les performances. C'est rassurant la façon dont ils abordent cette saison. Il y a quand même, on l'a vu notamment avec les problèmes de frein en Autriche, je me souviens de l'Autriche. Il va falloir que ça s'améliore, mais ça va venir, franchement. Ça m'inquiète pas, on va dire. Oui, c'est vrai qu'il y a eu quand même des soucis de fiabilité assez notables qui posent question parce que c'est des soucis récurrents. Les freins, ça a duré sur plusieurs grands prix quand même. On a senti que l'équipe avait du mal à trouver la cause, à l'identifier et surtout à la régler. Moi, c'est là-dessus où j'ai un petit bémol pour le moment sur le début de saison de Cadillac, c'est de me dire, bon, ok, on a vu qu'en termes de performance, c'est pas si mal, c'est très loin des autres, mais c'est pas si mal, franchement, pour une équipe, encore une fois, qui a eu aussi peu de temps pour se préparer, mais sur la fiabilité et sur l'exécution, il faut progresser, que ce soit du côté des pilotes, mais aussi Forcément. évidemment de l'équipe. Il y a un point qui aurait dû tomber dans leur escarcelle à Monaco, sauf que Pérez prend une pénalité. Et Pérez, malheureusement, il peut s'en prendre qu'à lui-même parce qu'il se positionne mal sur son emplacement de départ deux fois, quand même. Deux fois. On parle de Sergio Pérez, hein, qui est en F1 depuis plus de 10 ans et qui a beaucoup d'expérience. Donc ça, pour moi, c'est une erreur à pas commettre. Et c'est dommage parce qu'il y avait ce premier point. Alors après, on a vu Graham Lodon en interview qui disait que finalement, il n'était pas si déçu que ça de ne pas avoir marqué ce point parce que ça permettait à l'équipe de continuer à pousser et de ne pas se reposer sur ses acquis. Mais moi, je suis assez persuadé que d'ici la fin de saison, ils peuvent gratter un point et je pense que Oui. ce serait une belle récompense pour une saison qui serait globalement assez réussie pour une première. Et même à l'avenir, si on parle plus globalement du projet sportif de Cadillac, dans les rumeurs, alors ce ne sont que des rumeurs, c'est à prendre avec des pincettes, mais on entend parler de Red Bull qui aimerait placer Tsoloff, de Mm. Ferrari qui aimerait placer Camara. Et pour moi, ça, c'est significatif d'un projet qui se porte bien et qui donne envie aux autres top teams qui se disent ah, il y a quelque chose à faire, c'est un bon vivier. Tout à fait. Il y a une autre équipe qui marche un peu moins bien en ce début de saison, quoique c'est allé quand même mieux en Hongrie, c'est Aston Martin. Aston Martin, on va revenir un peu en arrière, quelques mois en arrière. Courant 2025, on nous annonçait, Lawrence Stroll nous annonçait que c'était l'année où ils allaient se battre pour le titre, où ils allaient revenir au top, où ça y est, ils allaient faire partie des grands. C'est tout l'inverse qui se passe. C'est compliqué, ouais. Ça a été 6 mois très très compliqués pour Aston Martin quand même. Moi, je n'ai cessé d'y croire à ce projet. C'est-à-dire que même pendant les essais libres, en fait, il y a eu les propos de Watanabe pendant l'été où il disait ah non, 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 mais on est en retard, nous attendez pas. Déjà un peu inquiétant. Été 2025 hein, pour le C'est ça, contexte. mais il disait on sait qu'on n'aura pas une bonne base, mais on sait où est le problème et on est déjà en train de régler ce problème. Et déjà à Bahreïn, quand je voyais les chronos, j'y croyais moi en fait. Quand il me dit non, non, les gars, on est à des années-lumière de tout le monde, il y a pas de problème, on sait où est le problème, on va le régler, on va le régler. En fait, je compare un peu.
j'avais les mêmes attentes que le PSG il y a quelques années. Je me disais, Avec Messi, Neymar, il y a tout Mbappé. qui arrive. Il y a Mm. New Way, une nouvelle soufflerie, Alonso. On a vraiment un projet avec, je veux dire, budget illimité. Donc je voyais pas pourquoi ça pouvait pas fonctionner. Le fait est que c'est un peu plus compliqué que prévu, mais à voir ce que ça va donner avec cette AMR 26B. Oui, donc, parce qu'il y a quand même deux sujets sur cette Aston Martin. Il y a le moteur d'un côté, le moteur Honda qui est complètement raté. Ça, depuis le début de la saison, on le voit. Il y avait notamment des gros problèmes de vibration au début d'année, on se Mhm. souvient, qui Ouais, ouais. étaient si fortes qu'elles pouvaient créer des lésions nerveuses aux pilotes. Ça, c'était quand même un peu du jamais vu en Ouais. Formule 1. En tout cas, pas dans l'histoire récente de la Formule 1. Et puis, il y a quand même le châssis aussi, parce qu'Adrien Newey, en début d'année, a été très dur envers Honda en disant que tous les problèmes globalement venaient du moteur. On s'est rendu compte quand même au fil des courses que le châssis n'était pas bon non plus. C'est ça, Il y a eu une erreur aussi sur la conception du châssis. le fait des vibrations et de ce que tu parlais des liaisons Mm. nerveuses. On parlait de Cadillac juste avant. Bah voilà, Cadillac, c'est leur première monoplace. Ils ont jamais mis une monoplace sur une Oui, piste. Et eux, ça leur arrive pas. Aston Martin, bon, quand même, les gars. ouais, ouais, ouais. C'est. Et c'est là où on voit la différence entre un bon châssis et un mauvais châssis. C'est que le premier châssis d'Aston Martin, ils étaient mais à des années-lumière de tout le monde. Donc certes, pas aidés par le moteur. Et en Hongrie, avec le châssis B, Mhm, on a quand même vu la différence. Ils étaient bien plus performants. Ils étaient devant les Williams, devant les exactement. Cadillac. Donc à voir, parce que c'est ce dont Michael parlait après le Grand Prix de Hongrie, c'est que si là ils arrivent à se placer dans, je veux dire, ce top du midfield, un peu comment dire, le no man's land de Racing Bulls, ça peut revenir très vite en fait. Mm. Il y a tellement un ventre mou et les points sont tellement rentables dans cette partie du tableau que on n'est pas à l'abri d'avoir un Aston Martin qui remonte à la P5 à la fin de l'année, quoi. Oui, bien sûr. Alors après, ils ont beaucoup de retard aussi. Et on sait que, on l'a vu depuis le début de la saison, il y a quand même les 8 premières places à la régulière qui sont réservées On est par un les 4 peu, top ouais. teams. Donc vous pouvez marquer 3 points si vous placez vos deux voitures 9 et 10. Remonter, ça va être compliqué. Après, en performance pure, être la cinquième force du plateau, c'est possible. Très honnêtement, j'y crois pas. Moi, je vais être Ça va honnête. être compliqué, bien sûr. J'y Ouais. crois pas pour deux raisons. D'abord, pour moi, il y a trop de retard. Même si là, on a vu une belle remontée, super. Mais enfin, vous êtes encore à 1 ou 2 secondes des autres, hein, finalement. 2 secondes et demie, je crois, des meilleurs. Et du coup, bah, forcément, plus d'1 seconde des Racing Bulls. Donc, c'est assez énorme encore. Et le problème aussi, c'est que les autres continuent d'avancer. Oui. Alors Aston, oui, ils vont avancer plus vite parce qu'ils ont une courbe de progression qui est forcément plus importante. C'est Mais facile de gagner des secondes quand on est à 2 secondes de tout le monde. voilà, c'est ça. Mais les derniers dixièmes, après, quand ils Mhm. vont aller les chercher, les autres auront déjà 1 an d'avance quasiment. Donc ça risque d'être compliqué, mais enfin Aston, c'est surtout maintenant 2027 l'objectif. Donc là, on va commencer à basculer les ressources. C'est le cas déjà de pas mal d'équipes qui vont commencer à basculer leurs ressources. Donc Aston, à voir dès les Pays-Bas, Mhm. avec cette évolution moteur, voir où ils en sont. Allez, on passe au 9e rang du classement des constructeurs. Une nouvelle déception. Encore une équipe qui voulait remonter. C'est Mhm. Williams. Williams, très très compliqué cette saison. Quelques beaux grands prix. Il y a eu des doubles entrées dans les points notamment. Mais la globalité, c'est quand même très mauvais. Une monoplace en surpoids depuis le début de l'année. 30 kilos de surpoids à peu près. Donc, C'est ça, je te voyais être gentil, moi je vais pas être gentil avec Williams. Honnêtement, si je compare à Aston Martin, là où j'avais des attentes pour Aston Martin qui n'ont pas été comblées, mais j'y croyais quand même. Enfin, le discours de Jen Valls, il était clair quoi. mm. Il était non, 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 mais nous attendez pas sur 2025, nous c'est 26, 27, 28. Et de voir qu'on a une monoplace qui, avant même d'être homologuée à 30 kilos de surpoids, c'est vraiment. C'est incompréhensible quoi. En fait, on se demande comment Jen Vols avait ce discours depuis ces derniers mois sur la saison 2025. Oui, il nous avait dit qu'ils nous attendaient pas, mais ils font des podiums. Oui. On va comprendre. Sans avoir quasiment changé la voiture d'ailleurs. Et on Ça. se retrouve avec une monoplace qui est si loin. Enfin, c'est incompréhensible ce début de saison. En fait, pour moi, c'est l'accident industriel dans toute sa splendeur. C'est qu'ils ont sous, peut-être sous-estimé l'ampleur du challenge. Ils sont peut-être vus aussi plus beaux qu'ils l'étaient. James Wolfe, il y a quelque chose qui pointe depuis qu'il est arrivé dans l'équipe, c'est qu'il y a des installations vieillissantes. Il y a une culture d'équipe aussi qui était plus forcément la même que le grand Williams des Mhm. années 80-90. Donc il y avait quand même beaucoup de choses à changer, et notamment ces structures vieillissantes. Je pense que quand tu pars sur une nouvelle base, que tu développes une nouvelle monoplace, ça pèse au bout d'un C'est ça. moment. Et aussi, quand tu es Williams, bah, tu n'as pas les meilleurs cerveaux du paddock. C'est aussi normal, parce Oui. que tu n'es plus une équipe attractive. Alors c'était en train en tout cas de le redevenir, parce que justement ils avaient fait place nette, ils avaient rendu quand même Williams plus sexy. Si on se souvient du Williams d'il y a 4-5 ans, Ah bah si on compare la Williams de 2020-2021 par rapport à celle de cette année, ouais, juste au niveau de la quantité de sponsors sur la coque, oui, oui, c'est oui, ahurissant quoi. c'est ahurissant, ça n'a rien à Et voir. il faut aussi se rendre compte que Williams est une écurie gérée par un fonds d'investissement.
Mm. Donc il va rechercher de la rentabilité, et la rentabilité, on la cherche à court terme. Mm. Donc ça va être difficile d'avoir les mêmes investissements qu'on a pu voir chez Aston Martin ou dans d'autres écuries, de dire on va mettre des milliers des cents dans des installations et attendez, 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 les résultats vont arriver dans longtemps. Oui, je pense qu'en effet, la patience a des limites. La patience des pilotes aussi a des Mhm. limites. On sent Carlos Sainz qui est quand même là de plus en plus frustré. Carlos Sainz, je pense qu'aujourd'hui, il est hautement improbable de le voir rester chez Williams. Compliqué, en effet. Ouais, je pense que si Alpine ouvre la porte, si Audi ouvre la porte, voire Aston Martin, si jamais Alonso prend sa retraite, je pense que si n'importe qui finalement ouvre la porte, il partira. Et Euh, même pour Williams, en fait, il y a le fait de... Le pari Sainz, c'est aussi mettre 30 millions en salaire dans un pilote en se hmm. disant, c'est un pilote qui vient de chez Ferrari. Bon, il se fait pousser dehors par Lewis Hamilton, mais nous, on en profite. On a cette opportunité d'avoir un pilote qui a connu le mode de fonctionnement des top teams dans les années récentes, qui est capable de surpiloter une voiture, forcément, si on le redescend en bas du tableau. Bah, force est de constater que les 30 millions, c'est pas forcément un très bon investissement et qui pourrait peut-être être mis ailleurs. Bon, alors moi là-dessus, je suis pas forcément d'accord avec toi parce que je pense que Sainz leur apporte beaucoup, mais eux n'apportent pas à Sainz ce qu'il lui faut aussi Mm, pour montrer son talent. Avec une voiture comme ça, aujourd'hui, dans cette F1 actuelle, on s'en rend bien compte, il y a tellement d'écart entre les petits et les gros qu'avec une Williams, tu peux pas montrer ton talent. Il le montre quand même face à Alex Albon qui est en perdition depuis un an maintenant, depuis l'été dernier. Alex Albon, dont je pense que c'est la dernière année chez Williams aussi. Parce qu'il va avoir du mal à conserver sa place. Alors à mon avis, un des deux partira. Soit c'est mhm. Sainz, soit c'est Oui, Albon, oui, oui. mais je pense que les deux partiront pas ensemble. Mais si on compare les performances, Albon, sa cote a pris un sacré coup. Et dans tous les cas, là, il leur reste une fin de saison. On sent qu'ils essaient de réduire le poids de la voiture, etc. Et ça arrive doucement, trop doucement pour moi. Et on l'a vu en Hongrie, on l'a vu en Belgique, on l'a vu sur ces tracés-là où ils ont trop souffert. Donc là, Williams, très très compliqué. Mm, Et juste devant eux, à la huitième place du classement, c'est une autre nouvelle équipe qui est arrivée cette année, si on peut dire, Audi. Alors il y a toujours ce grand débat, est-ce que c'est vraiment une nouvelle équipe ou non, parce que c'est quand même l'héritage de Sauber qui avait 30 ans d'expérience en Formule 1. C'est en tout cas, ce qui est sûr, un nouveau motoriste et un exactement. moteur qui a pour le moment plutôt fait ses preuves, qui n'est pas le meilleur du plateau, certes, mais pour une première, c'est quand même vraiment pas mal ce qu'ils ont fait Audi. C'est ce que j'allais dire. A fortiori, c'est un nouveau moteur Hmm. qui n'a pas semblé être un moteur défaillant, qui a semblé avoir une bonne fiabilité. Je dirais aussi que pour moi, c'est l'un des meilleurs line-up de la grille. Parce que tu as, bon, on est content, on est allemand, on a un pilote allemand, Hmm. cool. Mais Nico Hülkenberg aurait pu être français, mexicain, tout ce que tu veux. C'était le pilote qu'il fallait. Dans cette, je vais dire, pas cette fleur de l'âge, mais qui a encore du potentiel à revendre et qui est capable de driver une écurie, de rassembler une équipe autour de lui et de développer une voiture. À la Et Pérez chez tu, Cadillac, exactement, justement, ou et tu Alonso. t'offres aussi le futur dans la personne de Gabriel Bortoleto. Donc c'est un, tout va bien pour Audi. Franchement, Hmm. j'ai rien à dire parce que tout est bien. Moi, je trouve qu'ils sont quand même. Ils font une bonne saison. Ils ont eu des problèmes de fiabilité comme les autres, mais rien de majeur, honnêtement. Moins que certains top teams d'ailleurs. Mhm. Moins que Mercedes, moins que McLaren. Eux aussi, ils ont quand même eu beaucoup de DNS ou de choses comme ça. Audi, un peu comme McLaren en début de saison, mais en tout cas, ça va mieux. Depuis quelques temps, on sent que voilà, ça progresse de ce point de vue-là. Il y a toujours deux, trois petits pépins, mais c'est rien de très dramatique, rien qu'ils ne comprennent pas en tout cas. Donc Oui. ils arrivent à régler leurs problèmes. Sur Hülkenberg, je suis un peu plus mitigé que toi. Je le trouve moins performant. Je me demande s'il est si bankable que ça et s'il faut à ce point avoir un pilote allemand. C'était l'opportunité d'avoir un Carlos Sainz par exemple à Bien la place. évidemment. Là, pour moi, Hülkenberg, il sautera. Et en effet, Bortoleto, par contre, est toujours aussi bon. Bortoleto, le problème, c'est que ça fait 2 ans qu'il est en F1, ça fait 2 ans qu'il a des charrettes, et ça fait 2 ans qu'il ne peut pas montrer à quel point il est bon, alors que bah, du coup, ses performances passent un peu sous les radars, Mhm. alors que je le trouve vraiment très très bon pour son âge, pour son expérience, etc. Et on ne l'avait pas forcément vu venir, même s'il avait gagné la F3 et la F2, je trouve qu'on s'attendait peut-être pas non plus à un crack absolu, parce qu'il avait quand même aussi des circonstances favorables à chaque fois, etc. Il n'avait pas été non plus éblouissant, on va dire, en formule de promotion. Et en F1, je trouve que sur la nouvelle génération, là, sur les 5-6 rookies qui sont arrivés l'an dernier, c'est l'un, si ce n'est le, ouais, il y a Antonelli, mais c'est l'un des tout meilleurs sinon. Ouais. Derrière Antonelli, et pour moi, avec Berman et Adjar, c'est très proche derrière. Voilà. Je pense qu'il faut juste quand même souligner aussi le fait que ils ont aussi pâti du fait d'avoir un
projet sportif qui a un peu été remanié Oui, avec l'arrivée de Binotto, le le départ de départ de Whitley, Whitley. exactement. Oui, oui, il y a Alan McNish qui a pris la suite. Alan McNish, on va voir ce qu'il donne à ce poste. C'est ça. En effet, le problème, c'est que Binotto n'était pas prévu pour gérer l'équipe en piste. Binotto, il devait rester à l'usine, gérer la partie usine. Et là, il s'est retrouvé à faire un peu les deux, à retrouver la casquette qu'il avait aussi chez Ferrari, par exemple, à l'époque. C'est pas ce qu'il voulait, c'est pas ce que l'équipe voulait. Et je trouve que cette direction bicéphale Mhm. était partie pour bien marcher. Bah, Whitley a claqué la porte assez brutalement. Au final, on attend toujours de savoir où il va d'ailleurs. On parlait beaucoup d'Aston Martin, ça n'a plus l'air trop d'actualité. Ou en tout cas, il est peut-être juste dans sa période de jardinage, Mhm. justement. Donc on attend de voir, mais oui, j'espère pour eux qu'avec Alan McNish et Mattia Binotto, avec des rôles bien répartis, un qui gère le sportif, l'autre qui gère l'usine, Exactement. ça fonctionnera bien. Mais en tout cas, je trouve que c'est un projet un peu comme Cadillac. C'est un projet qui a des bases saines, qui est Doucement mais sûrement. voilà, qui va avancer. Je ne sais pas s'ils arriveront à leurs objectifs de se battre pour le titre. Ça reste Audi quand même derrière. Audi, c'est une marque qui sait gagner partout en sport auto, partout où elle est passée. Donc on espère pour eux. En tout cas, on C'est ça. verra ça bientôt. Allez, on va passer à la 7e place du classement des constructeurs. Et notre premier pilote français est là, puisque c'est Haas avec Esteban Ocon et Oliver Berman. Haas, ça a été une saison classique de Haas, je vais dire. C'est plutôt très bon au début. Et puis au fil des semaines, Mhm. moins bien. Et puis Esteban Ocon, la saison la plus difficile de sa carrière, comme il dit lui-même, pour des raisons qui sont indépendantes de sa volonté aussi. Une voiture difficile à gérer, qui répond pas de la même manière que celle de Berman. Voilà, des problèmes. D'ailleurs, c'est des problèmes. Ça, c'est important de le dire aussi, parce que souvent, on peut penser que le pilote psychote, c'est des problèmes qui sont confirmés aussi par son coéquipier, d'abord, ce qui est rare, et par son team principal. Donc, en effet, c'est pas Esteban Ocon qui invente. Il y a vraiment un souci pour Esteban Ocon. Quel bilan, avant de parler un peu plus d'Esteban Ocon, peut-être en détail, quel bilan tu tires de cette première partie de saison de Haas, Hugues? C'est comme tu l'as dit, c'est c'est du as dans le texte, on va dire. Ouais. Il profite aussi de cette nouvelle réglementation qui fait que tout le monde cherche un peu sa place, les cartes sont un peu rebattues. Et as, c'est être efficace. Et efficace, d'ailleurs, pour le jeu de mots. Vous l'avez chez vous? Et donc profiter de là où les autres écuries, je pense à Audi, Cadillac, etc., euh, entrent dans un nouveau projet. As est dans la continuité. Mais je dévie un petit peu vers Ocon. Tu parlais de notre premier pilote français dont on parle dans cette émission. C'est probablement aussi, il y a des risques que ce soit sa dernière saison. Mm. Parce que, comme pour Cadillac où j'en parlais tout à l'heure, il y a aussi beaucoup de pilotes qui toquent à la porte. Je pense avec l'arrivée de Toyota, des pilotes japonais comme Yuki Tsunoda ou les prétendants au titre en Formule 2. Donc, Les jeunes Ferrari, forcément. exactement, pareil. Camara. C'est un projet qui donne envie et qui a l'air d'avoir un bel avenir. Oui, alors après, As, le problème qu'ils ont, on le sait aussi, c'est que c'est la plus petite équipe de la grille en termes de taille. Ça reste le cas avec l'arrivée de Cadillac qui a beaucoup plus de moyens. C'est aussi une équipe qui ne peut pas opérer au maximum du plafond budgétaire. Donc ils dépensent moins que les autres, ils ont Mhm. moins de monde. Ils ont une usine moins performante forcément. Ils n'avaient pas leur propre simulateur jusqu'à il y a quelques semaines encore. C'est quand même une équipe qui fonctionne avec peu. Et je trouve Oui, que historiquement, depuis leur début en Formule 1, c'est une équipe qui fait de la magie avec très peu de choses, c'est ça. honnêtement. Bah, à l'image du partenariat avec Toyota. Voilà. Là où d'autres écuries peuvent aller chercher, je pensais par exemple As avec Ferrari avant, où c'était très concrètement, tous nos pilotes vont dans tel simu, tel simu, tel Mhm. simu. Là, Toyota l'a dit, ils ont dit c'est pas un retour. Et alors à voir comment ça évolue, quelles vont être les volontés des décideurs chez Toyota. Mais ouais, c'est une très bonne force, un très très bon soutien hein, en termes d'efficacité, tout ce que je parlais de fonctionnalité d'écurie. À voir ce que ça peut donner pour l'avenir. Oui, je pense que c'est très bien pour eux. Je pense que c'est un move très Ouais, intelligent parce qu'ils ont un oui, soutien oui, oui. technique de Toyota et ils ont l'appui aussi de Ferrari toujours. Moins en effet fort qu'avant, mais ils ont tout de même la fourniture du moteur, de la boîte de Oui. vitesse, etc. Et la boîte de vitesse et le moteur Ferrari, ils marchent pas si mal. C'est pas les meilleurs, loin de là, mais c'est pas une catastrophe. Je pense qu'aujourd'hui, on préfère avoir un moteur Ferrari qu'un moteur Honda, par exemple. Mm, Voilà, nettement d'ailleurs. Donc, non, bon, bah, As, voilà, des points en début de saison, plus compliqué ces dernières semaines, et Esteban Ocon, on verra si c'est sa dernière saison ou pas. Peut-être sa dernière saison chez As. Il y a des rumeurs aussi qui disent qu'il pourrait rebondir ailleurs. Il y a des discussions en cours en ce moment.
Donc on va suivre ça avec attention dans les semaines à venir. 6e place du classement des constructeurs désormais et première et unique écurie française, deuxième pilote français de ce classement, Alpine et Pierre Gasly et Franco Colapinto. Évidemment, Alpine, le tube du début de saison, si je peux dire. La bonne surprise en tout cas du début de saison, assez nettement 5e force du plateau, Pierre Gasly rayonnant, Franco Colapinto retrouvé, tant mieux. Et malheureusement, ça s'est un peu effrité vu que ces dernières semaines, c'est plus dur. Peu d'évolution, peu de gros packages d'évolution apportés. Ça arrive à Zandvoort, donc peut-être qu'on n'aura pas le même discours après Zandvoort. Mais en tout cas, pour le moment, ils ont quand même pris une sacrée distance par Racing Bulls. Ouais, je pense. Je reprendrai en fait le discours de Flavio Briatore qui disait je ne comprends pas pourquoi cette écurie ne gagne pas. Peut-être qu'il faut leur laisser du temps, mais c'est vrai qu'ils ont logiquement tous les éléments pour y aller. Je trouve ça inquiétant, honnêtement, moi, de dire ça de la part de Briatore. Parce que quand tu comprends pas pourquoi tu gagnes pas, il y a un problème quand même. Le moteur Mercedes, alors il y a eu le débat, ce qu'expliquait Andrea Stella en début de saison, ils ont un moteur Mercedes, mais c'est comme si on vous livrait une machine à laver sans la fourniture, sans la consigne. Et ce châssis Enstone, alors Cocorico, est-ce que c'était pas le châssis Enstone le problème dans ce mariage franco-britannique? On ne saura jamais. Mais oui, en fait, il y a tous les éléments pour y aller et malgré ça, ça fonctionne pas. On n'est même pas dans la situation dans laquelle ils étaient il y a quelques saisons, d'un no man's land où, certes, c'est pas passionnant en piste parce qu'on voit personne, mais au moins on marque les points importants. Ils étaient dans ce no man's land un peu en début de saison, en tout cas avec Pierre Gasly notamment, qui a fait des très belles performances, qui a marqué des gros points, qui a quand même fait un podium, il faut le dire aussi. Oui. On a tendance à l'oublier. Dessus, mais... Oui, c'est Isaac Hadjar qui est monté dessus, mais ça reste un podium français. C'est ça, un français. Hadjar est monté dessus, mais c'est Gasly qui a récupéré le trophée. Moi, je te trouve un peu dur avec Alpine, parce qu'il faut se rappeler d'où ils viennent aussi, Alpine. Il faut se rappeler que l'an dernier, c'est une équipe qui était dernière du classement des constructeurs. Par choix, entre guillemets, puisqu'ils ont décidé de ne pas développer la voiture pour se concentrer sur 2026. Si tu regardes, c'est pas les seuls à avoir fait ça l'an dernier. Williams l'a fait. Williams a eu une bonne saison dernière avec des podiums, etc. Enfin, un podium pour Carlos Sainz et un autre en sprint. Mais Williams, cette année, ils ont foiré complètement la nouvelle réglementation. Aston Martin a foiré complètement la nouvelle réglementation. Audi, du coup Sauber, sur le châssis, a pas fait un pas en avant énorme, tu vois. Et c'est là où, pour moi, Alpine, ils sont quand même passés dernier à 5e, sur le premier tiers, on va dire, de la saison. Et je trouve que ça, c'est une franche réussite. Il ne faut pas oublier ce que j'ai dit en introduction aussi, ils n'ont pas amené de grosses évolutions depuis. Ils vont les amener à Zandvoort. Ça peut complètement changer la phase de la fin de saison. Racing Bulls a apporté plus d'évolution. Ça a payé. On a vu Racing Bulls repasser devant. On en parlera juste après. Très très beau travail de Faenza d'ailleurs, qui a d'une efficacité folle. Peut-être qu'Alpine a moins été efficace aussi sur les évolutions qu'elle a apportées, qui ont moins fonctionné qu'espéré. Ou en tout cas, on peut-être pas ramené autant de dixièmes, etc. Je pense que quand on est 6e à ce stade-là, il ne faut pas être catastrophé non plus. Ça va, c'est pas génial, mais c'est pas cata. Il y a une bonne base, on peut avancer dessus. Il y a un super moteur, tu l'as dit. Alors en effet, il faut le comprendre aussi, mais ça arrivera avec le temps. McLaren le comprend déjà mieux. Il faut aussi avoir les bonnes évolutions du moteur Mercedes, parce que Mercedes, quand Mercedes a une évolution de son moteur, elle ne la livre pas tout de suite au client. Et on voit l'ordre à peu près dans lequel c'est distribué au client. McLaren est là avant Williams, et je pense qu'Alpine doit être traité comme Williams plutôt. Donc voilà, il y a tout ça qui entre en ligne de compte, et à mon avis, il faut juste leur laisser un peu de temps. Et par contre, si les évolutions de Zandvoort ne payent pas, le gros package annoncé, là je te rejoindrai, et là je serais plus inquiet quand même pour la suite. Bien, mais tu l'as dit, c'est les bases pour un projet à plus long terme. Et je dirais même que pour 2027, ils se mettent Gucci. Oh oui, c'est vrai que ce sera le Alpine. Ah, moi j'enchaîne, je fais une apparition tous les 3 mois sur cette émission, donc j'envoie les vannes que j'écris un petit peu. Ouais, c'est ça, t'écris dans le métro en venant, t'es comme Paul de Saint-Cernin, je vais lui raconter ça un de ces jours. Ouais, c'est vrai qu'on va avoir le Gucci Alpine Formula Run Racing, vous prenez les mots, vous les remettez dans le bon ordre, parce que je crois que c'est pas ça l'appellation. Mais oui, ça va beaucoup changer aussi l'aspect visuel, on n'aura plus BWT, plus de rose chez Alpine. Donc là pour le coup, j'ai hâte de voir la livrée Alpine. Là, ça va être sympa, ça va être Gucci. Allez, fin de la parenthèse, on passe directement à Racing Bulls. Forcément, on en parlait juste avant, cette bataille pour la 5e place. 5 points d'écart entre les deux. 66 pour Racing Bulls, 61 pour Alpine. Racing Bulls... Alors là, rien à dire. Qui les avait vus venir? C'est ça. Franchement, Racing Bulls, ouais, je crois qu'on peut s'arrêter là. C'est ça. En fait, limite, je me demande si
ils atteignent pas un plafond de verre en fait. Parce que c'est ce qu'on voyait à l'époque où AlphaTauri marchait très bien dans ce No Man's Land, encore une fois. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent de plus? C'est-à-dire que, en fait, ils vont arriver au bout d'un moment où on le voit avec les échanges Lawson, Tsunoda l'année dernière. Oui, bah si limite les pilotes ils se sentent mieux dans la Racing Bulls, ils réagissent comment Red Bull au bout d'un moment? Ah bah, moi je me demande si Max Verstappen il va pas vouloir changer de C'est voiture à un c'est ça. moment. Alors je suis sûr qu'il lui trouverait plein de défauts à la Racing Bulls. Mais en tout cas, non, bah, ce qu'il faut noter, c'est cette équipe aussi euh, plutôt modeste, on va dire, en termes de budget par rapport à d'autres, qui est une équipe sœur en plus de Red Bull, donc qui n'a pas non plus les mêmes ambitions qu'Alpine par exemple, que Williams, que Aston Martin, qui veulent vraiment arriver au sommet. Racing Mhm, Bulls, on sait que c'est pas leur ambition. c'est ça. Ils veulent avoir évidemment la meilleure voiture possible, mais il n'y a pas cette ambition d'aller gagner un championnat, etc. Ça reste l'équipe B. Et malgré tout, ils ont bossé super intelligemment, ils ont produit une voiture qui est top, et ben, chapeau bas aussi à Liam Lawson et Arvid Lindblad. Ouais, Liam Lawson, il a eu du mal l'an dernier à revenir chez Racing Bulls. On sentait, et il l'a dit lui-même, ça a été très dur psychologiquement, surtout on va dire ce premier tiers, ces deux premiers tiers même gérés de saison. En fin d'année, c'était beaucoup mieux. Et Arvid Lindblad, alors moi honnêtement, j'étais pas emballé parce que je trouvais que c'était trop tôt, comme pour Antonelli l'an dernier. exactement. Antonelli, ça a été dur sa première année. Je me suis dit, ça va être pareil avec Lindblad. Ah bah alors Lindblad, il arrive. Première course, il est déjà au Ah niveau. ouais, je m'attendais aussi à un flop de Lindblad, je croyais qu'il allait être cramé. Mm. Je mettrais quand même, même si sa saison n'est pas décevante, un petit bémol, je vais dire, sur Liam Lawson. Je pense que le début de saison avec Red Bull l'année dernière l'a cramé pour revenir en top team. Oui, ça c'est sûr. Et je me dis que bah, à terme, en fait, Racing Bull, c'est une écurie B pour les jeunes pilotes. Donc, je vois mal où il peut aller à l'avenir. Après, si tu regardes, tu as beaucoup de pilotes qui sont passés par Racing Bulls slash AlphaTauri slash Toro Rosso et qui ont fait carrière après. Et Carlos Sainz a très bien rebondi. Il est parti après son passage chez Toro Rosso, chez Renault. Alex Albon a fini par remonter chez Williams. Pierre Gasly a eu pour moi un peu le rôle qu'a Liam Lawson aujourd'hui, c'est-à-dire le pilote expérimenté qui est là C'est pour ça. un petit moment et qui est là pour accompagner les plus jeunes, mais tout en sachant pertinemment qu'il ne retournera jamais chez Red Bull. Mm, mm. Et Lawson, il peut avoir une trajectoire à la Gasly. C'est-à-dire qu'il peut avoir Haas, Alpine, je sais pas, Williams, Cadillac, qui au bout d'un moment vient toquer à la porte et lui propose quelque chose. Parce que sa saison est quand même bonne et tu vois que c'est un pilote fiable. C'est ça, mais là où on le disait, on a été très très agréablement surpris pardon, par le début de saison de Lindblad. Attention Lawson, parce qu'il va falloir apporter plus que ça. Mhm. Parce qu'à la porte, il y en a un autre petit jeune qu'on n'a pas peur de cramer qui s'appelle Nicolas Tsolov qui commence à vraiment remonter dans les rumeurs. Donc il va Ouais. falloir une deuxième partie de saison très impressionnante. Et il va falloir plus que le strict minimum, on va dire. Non, puis Tsolov fait une saison assez exceptionnelle en F2. Mhm. On embrasse notre ami Mathieu Chambenois qui est avec nous, d'ailleurs, juste derrière la caméra, mais qui couvre la F2 et qui adore Tsolov, d'ailleurs, qui en parle souvent en bien. Sa stat à Mathieu, c'est que Tsolov, c'est un des 4 pilotes à avoir gagné 2 courses en un week-end dans l'histoire de la F2, donc depuis 2017, il me semble. Donc c'est quand même très fort ce qu'il fait. Moi, je pense que ce sera un candidat. Est-ce que ce sera dès l'an prochain? Pas sûr. C'est ça. Ce serait très intéressant de voir une. On retournerait à une Racing Bulls vraie. Académie. Ouais, voilà, exactement. Ouais, mais moi je suis pas convaincu que ce soit ça qui leur faille, tu vois. Moi je pense qu'ils vont laisser Tsoloff en pilote de réserve et qu'ils vont prendre, ils vont garder leur duo actuel parce que le but aussi, pour eux, je pense que la meilleure chose c'est de pas d'avoir deux jeunes qui sont au même niveau de leur développement. C'est-à-dire que si tu lances Tsoloff l'année prochaine, enfin dans 2 ans du coup, quand Lindblad aura déjà fait 2 saisons en F1, en Mhm. fait Lindblad aura remplacé Lawson C'est du ça. coup, Ouais. et ce sera Lindblad l'expérimenté. Et ça permet quand même d'avoir un pilote qui connaît déjà la F1 à chaque fois et qui peut un peu driver l'autre et driver l'équipe aussi, tirer l'équipe dans le bon sens. Je pense que ça, c'est le meilleur deal pour eux. Si tu mets deux rookies ou deux mecs très peu expérimentés, Ah bah pour peu que l'un, voire les deux crament, t'es ah foutu bah quoi. c'est ça, t'es foutu. Et puis les mecs t'apportent rien en termes de développement. Tu vois, Mhm. ils connaissent pas la F1. Et typiquement, je pense que tu fais pas une saison comme tu l'as fait là, sans l'apport que tu as eu de Tsunoda l'an dernier, Mhm. Ouais, clairement. de Lawson après, etc. Et de Lawson cette saison. Voilà, donc il y a aussi tout ça qui rentre en ligne de compte. Allez, on va passer au top 4 et quatrième. C'est Red Bull Racing qui est quatrième de ce classement avec Max Verstappen et Isaac Hadjar. Toujours pas de victoire pour Red Bull cette année, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Saison sans victoire de Red Bull, je pense qu'il faut remonter à ouf, avant 2020 du coup. Donc je me souviens plus si de 19 ils ont gagné, tu vois, mais Ça euh, remonte. ça remonte, en Ouais. tout cas. Voilà, une saison sans victoire de Red Bull, ça remonte. Une saison où Verstappen joue pas le titre, ça remonte aussi.
Il ne jouera pas d'ici la fin de saison. Non. Là, le retard est trop important. Il est pas content, Max. Isaac, de l'autre côté, plutôt un bon début de saison, solide, un bon rôle de numéro 2 bien assumé dans lequel il est pour le moment très bon, très fiable. Oui, la suite des top 6, c'est Ouais. quelque chose. Il est sur 7 top 6 consécutifs, c'est assez énorme. Et la chance qu'il a et la réussite pour moi de sa saison, c'est que quand les autres se foutent au tas, font des bêtises ou aussi ont des problèmes de fiabilité, lui il en a moins. Et du coup, il fait moins d'erreurs, il a moins aussi de problèmes de fiabilité, ça lui permet d'avoir cette régularité qui est assez top depuis le début de l'année. Malgré tout, Red Bull, ils sont loin d'être là où ils veulent être. Et c'est quand même assez décevant cette saison. Alors pour répondre à ce que tu disais sur Adjar, d'autant que c'est ce qu'on lui demandait. Parce que quand tu commences ta carrière en Formule 1 par envoyer la voiture dans le mur dans le tour de formation, oui. C'est compliqué. Et quand en plus tu es connu dans les formules de promotion pour être nerveux et parfois expressif, Il a le sang chaud, Isaac, quand même. c'est un excellent retour. Un retournement de situation. C'est le calme, il reste posé, il est aussi humble de se dire je vais pas rivaliser avec Verstappen d'emblée, je vais m'appliquer, peut-être regarder ce que lui fait, prendre l'expérience de ce champion du monde. Et oui, alors, forcément pour Verstappen, ce ne sont pas les attentes qu'il avait, mais pour Adjar, c'est une bonne entrée en douceur dans les top teams, je dirais. Oui, non, il fait un très bon début de saison, il a pris en maturité, il a aussi, je pense, un très bon état d'esprit. Mais bon, plus globalement, c'est vrai qu'aussi, son début de saison, il n'a pas été rendu très facile, celui de Verstappen non plus, par une monoplace assez capricieuse, assez dure à dompter, dure à comprendre parfois, qui a fait ses petites folies, notamment avec Verstappen, Oui. ce petit talon arrière qu'il a envoyé 2 fois Elle quand a même loupé au un tas. pas de danse à la Macarena. Voilà, c'est ça, elle a carrément loupé un pas de danse, elle a glissé, elle s'est pris les pieds dans le tapis. Ouais, non, la voiture est quand même loin du niveau espéré. Le Oui. moteur a été, en tout cas, jugé par la FIA comme le plus performant du côté thermique. Une décision qui est encore contestée par Red Bull aujourd'hui. Il y a encore des discussions avec la FIA qui sont en cours, comme nous le disait Laurent Mekies. Mais le fait est que le moteur en tant que tel n'est pas mauvais. Donc c'est le châssis qui est pas bon. Bah, en fait, il y a assez bon, on va dire. Comment dire? On sait que Verstappen est très exigeant, qu'il aura toujours l'exigence d'un champion du monde, d'autant plus un quadruple champion du monde qui était champion en titre l'année dernière. C'est évident que quand on voit le retour de McLaren en 2025, Verstappen ne peut que attendre que, bah ok les gars, si on a perdu le titre de champion du monde de pilote et constructeur en 2025, ça veut dire qu'on a pris du recul et on fait 2 pas en arrière pour faire 3 pas en avant en 2026. Et là, non, les attentes ne sont pas du tout remplies et limite McLaren s'en sort mieux alors que McLaren, ils sont allés jusqu'au bout l'année dernière. Donc je ne peux que comprendre l'exigence de Verstappen et les critiques de Verstappen. À voir ce que ça peut donner sur le marché des transferts parce que il va pas râler longtemps le néerlandais. Ouais, ça, on verra ça dans les semaines à venir, très certainement. Il y aura forcément une confirmation, soit d'un départ, soit d'une prolongation. C'est même pas une prolongation, puisqu'il a un contrat jusqu'en 2028, donc on verra s'il l'honore ou pas. Du côté de Red Bull, et tu as parlé de McLaren, justement, qui est troisième aujourd'hui du championnat du monde. Point commun entre McLaren et Red Bull, c'est un début de saison pas évident, lié au fait que les deux équipes ont développé l'an dernier jusqu'à la fin de saison, jusqu'à Abu Dhabi, puisqu'elles se battaient pour le titre. On se souvient qu'il y avait Norris et Piastri d'un côté, Verstappen de l'autre pour le titre pilote. Le titre constructeur était déjà acquis par McLaren depuis belle lurette. Les deux équipes l'assument, c'était leur choix. Elles savaient qu'elles allaient le regretter, enfin, entre guillemets le regretter, puisque McLaren ne doit pas le regretter, Lando Norris non plus, mais sur ce début de saison, qu'elles allaient en tout cas en payer le prix. Ça s'est avéré être vrai. On a quand même vu la différence entre Red Bull et McLaren. C'est McLaren qui est revenu au top en Hongrie, qui a gagné une course. Carrément. Et qui avait déjà d'ailleurs gagné un sprint avec Norris à Miami. Donc McLaren, globalement, ça reste un début de saison bon, puisqu'il y a une victoire à la clé. C'est ça, c'est en demi-teinte. En fait, moi, la victoire de Norris en Hongrie, j'aurais pas parié dessus. Ah, moi non plus. Quand on voit leur début de saison, les conclusions hâtives que je m'étais faites, c'était bon bah ils ont cramé leur développement jusqu'au bout à la fin de l'année, et là ils vont accumuler un retard qui va s'aggraver sur tout le restant de la saison. Et ils ont fait un peu ce qu'ils avaient fait dans les années 2022-2023 quand ils étaient derniers, avant-derniers à Ouais, c'est Bahreïn, un 23. de Oui. dire on va pas faire des petites améliorations, des petites améliorations, des petites améliorations. Attendez-nous dans 5-6 mois, on va arriver avec une voiture radicalement différente
Et là, on saura que ça va fonctionner. Et bah, le fait est que oui, paf, pouf, ça fonctionne partout. Ouais, je crois qu'en 2023, c'est en Autriche, il me semble, ou en Grande-Bretagne qu'ils amènent les évolutions, et je crois qu'ils font déjà podium, Mhm. alors qu'ils étaient 6 ou 7e du côté des constructeurs à ce moment-là. Là, c'est en effet, ça, c'est de bon augure pour la suite, ça préfigure une deuxième partie de saison très intéressante. Je trouve qu'on a un Lando Norris excellent depuis le début de l'année, Ouais. vraiment. En tout cas, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, on va dire. Oscar Piastri, un petit cran en dessous, voire un gros cran en dessous, même par moment. Mais globalement, voilà, on sent une équipe quand même qui n'a pas perdu complètement son mojo. J'avoue que je me suis posé Oui. la question à un moment, et je pense qu'on se l'est tous posé, de se dire est-ce que cette équipe a réussi ce changement réglementaire, va réussir à se réinventer pour une nouvelle fois gagner. Bon, bah, au final, ils ne sont pas encore là où ils veulent, mais là, ils ont gagné une course. Donc, ouais, on attend une deuxième partie de saison hyper intéressante de McLaren, là. Bah, en fait, je vais dire, ce recul après la bataille au championnat l'année dernière, c'est peut-être la meilleure chose qui pourrait arriver à McLaren. Mm. C'est-à-dire que on ne parle plus de Papaya Rules et on revient un peu à une configuration, je dirais, de Ferrari 2021. C'est-à-dire qu'on a deux top pilotes qui sont capables d'aller jouer des victoires s'ils en ont la voiture pour. Et on se pose plus la question de je termine devant, je rentre en premier, etc. Là, non, on travaille pour l'équipe parce qu'on sait qu'on n'a pas un championnat à la clé. Mm. Et donc, ça donne là où chez Red Bull, on a un peu plus une dissonance entre un quadruple champion du monde et un pilote français qui était rookie l'année dernière. Là, on a vraiment deux pilotes bien établis, dont un champion du monde en titre qui, peut-être à la manière de Verstappen en 2022, est arrivé en disant c'est bon les gars, je suis champion. Moi c'est tout. Maintenant c'est que du bonus. Donc il est peut-être un peu plus tranquille dans sa tête. Mm. Piastri, je me demande s'il ronge pas un peu son frein depuis l'année dernière et qu'il n'y a pas un petit peu de frustration par rapport à sa place dans l'écurie. Mm. Oui, ça se ressent quand même. Tu sens qu'il est pas pleinement à son aise. Il a compris que l'équipe basculait plus du côté de Norris, un peu à la façon dont Sainz avait compris que l'équipe basculait plus du côté de Leclerc chez Ferrari, Mm, pour les mêmes raisons d'ailleurs. C'est que c'est des jeunes produits de l'académie. Et que quand tu es une équipe, que tu as investi dans la carrière d'un jeune pilote qui est en plus aussi doué, parce que Norris ou Leclerc, c'est deux top pilotes, et bah forcément, ouais, tu as un biais qui va dans la direction de ce pilote, parce que déjà, c'est un retour sur investissement. Ce qui te fait gagner, c'est ce que tu avais payé pour lui. Et en plus, au-delà de ça, bah, c'est le pur produit maison, quoi. C'est celui qui a un attachement à l'équipe qui n'est mm, pas le mm. même que celui d'un Oscar Piastri. Oscar Piastri, en plus, on l'a vu avec Alpine. Il n'est pas trop dans l'affect au moment de prendre des décisions sur le marché des transferts. Et je pense qu'il partira rapidement de McLaren. Bah, pour Lando Norris, à voir ce que ça donne à l'avenir, mais je vais reprendre ses déclarations récentes où il disait il n'y a qu'une écurie qui peut me faire bouger. Oui, on sait Donc tous laquelle c'est. je le vois, en fait, c'est comme Hamilton chez Mercedes. Je le Ouais. vois faire 15 ans chez McLaren et si ça se passe bien, si les étoiles s'alignent, peut-être, on sait pas, un départ chez Ferrari. Après, les pilotes, moi j'adore quand ils disent ça. Il n'y a qu'une écurie qui peut me faire bouger. Oui, Oui. puis Et puis après, si l'an Aston prochain, Martin arrive avec une c'est voiture ça. qui fait P16 et P17, mais au moins il y a 3 zéros en plus sur le salaire. Alors déjà, il y a ça. Et puis il y a aussi, si c'est McLaren qui fait P16 et P17 l'an prochain, il va pas leur jurer C'est fidélité ça. jusqu'à la fin de ses jours. Il partira vite dans une équipe qui gagne. Parce que c'est aussi le problème de Verstappen. Il y a la loyauté, mais il y a aussi la compétitivité du projet. En parlant de compétitivité, c'est l'heure de passer à nos deux premiers, Ah, qui sont assez on entre liés. dans le vif du sujet. Depuis ce début de saison, on va passer dans le vif du sujet, on va passer au rouge vif même. Le rouge de Ferrari. Le Ferrari qui a gagné deux courses cette année. Deux victoires, une pour Charles Leclerc à Silverstone et avant ça une pour Lewis Hamilton à Barcelone. C'est le retour de Ferrari, enfin, après une année sans victoire. Les tifosi peuvent être contents. On a enfin aussi un Lewis Hamilton qui donne la pleine mesure de son talent en rouge. Et ça fait du bien parce que très honnêtement, je trouve que d'un point de vue globalement neutre, ça faisait quand même mal au cœur de voir un tel champion autant en détresse. Ouais. On n'aime jamais ça. On a envie que les champions qu'on a suivis partent au sommet. Voilà, ils partent pas en décrépitude totale. Euh, bon, globalement, le projet est solide. Le projet marche bien. On voit l'axe d'amélioration principal qui est le moteur. Mais il y a eu un développement hyper agressif, une volonté affirmée de l'équipe d'avoir un développement Qui a hyper même fait agressif. débat chez leurs adversaires. Voilà, ça, Fred Vasseur adore en parler, hein, ça l'agace, on va dire, que les autres disent ça, alors que, bon, ce qu'il explique, en tout cas, Fred Vasseur, c'est que Ferrari a fait un choix. Le choix, ça C'est a ça. été de mettre tout le budget de l'an Ils l'ont dernier fait. On peut pas sur savoir. 2026.
On va peut-être se retrouver avec 3-4 mois, voire plus, sans évolution. Donc, Voilà, il c'est ça. faudra plus parler. Et surtout, ce qu'il dit, c'est que c'est intéressant. C'est que l'an dernier, ils ont pris le budget pour le mettre sur cette année, ce qui n'a pas été le cas de toutes les équipes, notamment McLaren et Red Bull. Mais en plus, les évolutions que eux apportent sont parfois des évolutions très visibles, quand d'autres apportent des évolutions invisibles ou moins visibles, qui coûtent beaucoup plus cher. Il m'avait pris l'exemple, quand on en avait discuté, de la boîte de vitesse. Il disait, quand vous faites une boîte de vitesse, ça coûte 5 fois plus cher qu'une petite ailette, ou 10 fois plus cher qu'une petite ailette aéro qui va faire plus parler, parce que ça va être dans les listes des pièces de la FIA, qui est communiqué à tout le monde, au public. Et en effet, il disait, on n'apporte pas plus que les autres, on apporte juste des choses plus visibles. Mais tout ce qu'il y a en dessous, ça coûte aussi très cher. Donc voilà, il n'y a pas d'inquiétude sur le budget. Ferrari n'a pas cramé la caisse, loin de là. Mais par contre, ils ont un plan défini. Et honnêtement, voir Ferrari aussi organisé, Ça fait du bien. Ça fait du bien. ouais, ça fait drôle presque. On avait, en fait, on sent vraiment la patte de Fred Vasseur pour le coup. Il a eu ça fait 3 ans et demi qu'il est là. J'insiste sur le et demi parce que, comme il le dit lui-même, 6 mois en Formule 1, c'est énorme. Et il faut compter ça. Il est arrivé début 2023 et en 3 ans et demi, on sent enfin réussi à imposer son style, sa vision. Alors bon, il a imposé aussi, ouais, une direction technique, je trouve, assez affirmée, qui n'était pas celle de Binotto et qui n'était pas celle non plus avant Binotto. Donc, ouais, ça sent bon pour Ferrari, je trouve. Et c'est vraiment la force tranquille, Frédéric Vasseur. Ouais, C'est-à-dire aussi. que, enfin, faut se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, les médias italiens le foutaient à la porte. Oui, Et non, tranquille, non. Je sais où je vais, je sais où j'emmène cette écurie. Et je reprends aussi les propos de Toto Wolff. Un Lewis Hamilton qui se sent bien dans cette voiture, c'est une arme de guerre. ah bah oui. C'est-à-dire que là où on va en parler, Mercedes a l'avantage d'avoir euh, de fait la meilleure voiture. Je pense que Ferrari a un meilleur line-up. Je suis d'accord. Parce qu'on a vraiment deux pilotes qui, un peu à la manière de ce que je disais sur McLaren, il n'est pas évident qu'ils vont jouer un titre de champion du monde ou champion constructeur. Ils peuvent le faire s'ils s'arrangent bien. Mais donc, comme on sait qu'on n'est pas d'emblée dans la bataille pour le titre, on peut se permettre de jouer pour l'équipe. Ouais, je pense que ça, c'est leur vraie force. Après, c'est toujours plus facile, en effet, quand t'es deuxième, que t'es loin du premier, C'est toujours d'être plus dans cette facile d'être position de... chassé que chasseur. Ouais. Voilà, parce que Chasseur que chassé. Chasseur que chassé, parce que en effet, tu as envie de tirer l'équipe pour qu'elle soit au sommet. Quand ils seront au sommet, qu'ils se battront tous les deux pour le championnat, si ça arrive, on Il y verra avait, comment ils il y se avait comportent. un très très gros dilemme d'un Lewis Hamilton plus proche de la fin de sa carrière que du début, et l'enfant Ferrari, il predestinato, Mm. qui arrive enfin peut-être pouvoir jouer un titre. Ouais, J'aurais pas ça envie, ferait... tu vois, là, d'être Frédéric Vasseur face à ça. Ah bah, je pense qu'il va les laisser se battre et il Ouais. va serrer les dents. D'ailleurs, un truc il faut souligner, on se souvient en début de saison de leur bataille en Chine notamment. Merci Frédéric Vasseur de les avoir laissés se battre. Alors je sais que ça n'a pas été facile pour le cœur de regarder ça, mais pour nous c'était top. Ça franchement c'était top. Non, puis voilà, non, Ferrari honnêtement c'est une des très bonnes surprises de ce début d'année. Il y a un net axe d'amélioration comme je disais en intro sur le moteur. Ça c'est vraiment... voilà, donc ils vont avoir les évolutions ADUE qu'ils vont apporter à Monza. Monza, normalement, si le moteur marche pas, on va le voir tout de Ouais. suite. Donc voilà. Le seul problème qu'ils ont, c'est que Mercedes aussi bénéficie de la DUE, puisque c'est Red Bull qui a été désigné comme étant le motoriste le plus performant. Partant de là, ça va être dur de recreuser, enfin de refermer ce gap avec Mercedes à partir du moment où ils ont les mêmes pouvoirs finalement. Donc voilà, va falloir être plus malin, va falloir bosser beaucoup sur l'aéro, rendre ce châssis qui est déjà très performant encore meilleur. Parce qu'au rayon des bémols, moi j'ai un bémol chez Ferrari, ils s'attendaient à s'offrir à Silverstone et à Spa, c'est une victoire et un podium. Ils s'attendaient à être plutôt performants en Hongrie, ils finissent 4 et 5. Mm, mm. Il faut maintenant, c'est le même problème que ce que disait Briator, où moi j'aime pas entendre ça, où il dit on comprend pas pourquoi on gagne pas chez Ouais. Alpine. Et ben là c'est pareil, ils ne comprennent pas, en tout cas ils n'arrivent pas à prévoir sur quel type de circuit ils vont performer. Et ça pour moi c'est inquiétant, parce que je préfère que tu me dises on va pas être performant pour telle raison et on sait pourquoi, et en effet on n'est pas performant, plutôt que tu comprennes pas vraiment ce qui t'arrive et que ce soit un peu au petit bonheur la chance, parce que si tu cibles pas ton problème, tu peux C'est pas le ça. régler. D'autant Donc, que on est au début d'une réglementation, donc il faut cibler les améliorations. mm. On est aussi au début d'une réglementation, donc de la moins bonne fiabilité, donc il faut bien mieux gérer son pool de moteurs, boîte de vitesse, etc. Donc ne pas savoir où on peut par exemple se permettre de mettre un nouveau moteur, ça peut être Ouais, ça peut être problématique. handicapant. Allez, parlons maintenant des leaders et des grands favoris pour les deux titres. Mercedes avec Kimi Antonelli qui est large leader du championnat.
plus de 50 points d'avance maintenant sur Lewis Hamilton, et George Russell qui est troisième. Si on t'avait dit ça avant Melbourne, tu aurais cru? Pas du tout. Moi non plus. Non, non, Moi, j'aurais plutôt vu les noms inversés. Ouais, Russell avec de l'avance et je... Antonelli troisième. Pourtant, avec l'arrivée d'Antonelli, j'ai été un fervent défenseur, on va dire, de l'italien, où je me disais que non, il va pas être cramé, il peut le faire. Franchement, il a été biberonné par Mercedes et à l'aise dans toutes les monoplaces dont il a pris le volant. Mais vraiment, pour moi, c'était tout aligné pour Verstappen, pour Russell, pardon, et on le Ouais, il voit. n'a pas signé Verstappen finalement chez Pas encore, pas Mercedes. encore. Peut-être que j'ai des infos que vous n'avez pas. Et à sa victoire à Melbourne, quand j'ai revu les extraits là où il dit I'm in love with this car, I like Ouais. this engine, enfin c'est. Ah, je pensais que ça allait être une dictature, moi. Ah oui, non, mais c'était. On était Après parti. Melbourne, je me suis dit, oh, la Russell, il va enquiller. Antonelli est pas dans le rythme, ce qui était normal Ouais. et plutôt attendu d'ailleurs. Et puis alors, à partir de la Chine, Ah non, mais là c'est devenu, tu vois, le même du bus, Terminator. avec un enfant qui a le soleil et l'autre Oui. qui a les ombres. Bah c'est ça chez Mercedes en ce moment. Ouais, en plus, Russell a pas eu de chance. Mais bon, au-delà de ça, au-delà de la performance des pilotes, sur laquelle on vous rappelle qu'on se penchera aussi plus en détail dans les jours qui viennent, euh, Mercedes, faut saluer un truc. Ils ont parlé pendant. Ça fait 2 ans qu'on entend dire partout qu'ils allaient avoir le meilleur moteur. Ils l'ont, et alors pas qu'un peu en plus. Peu importe ce que dit la FIA, ils l'ont, et Mhm. vraiment pas qu'un peu. Et ils ont pas le meilleur châssis, peut-être pas le meilleur châssis, mais en tout cas très très proche de celui de Oui, Ferrari. Ça dépend, on n'arrive pas vraiment à dire qui est le meilleur, mais en tout cas, ils ont le meilleur package. Et ils ont une voiture qui est un ton au-dessus de tout le monde sur la plupart des circuits. Ces dernières semaines, ce qui est vrai, c'est que l'écart se réduit. Mais voilà, Mercedes a produit un monstre. Le problème aussi, c'est que Mercedes a du mal à contrôler son monstre. Le docteur oui. Frankenstein a fait 2 3 trucs qu'il a du mal à gérer. Le docteur Wolf, il y a quand même beaucoup de problèmes de fiabilité. Ouais. Ça a coûté très cher à George Russell. Ça a coûté aussi cher à Kimi Antonelli, qui a eu des abandons pour des raisons de fiabilité. Ça, c'est un vrai bémol, et ça fait qu'au final, l'écart pourrait être beaucoup plus important qu'il ne l'est. Et au final, Ferrari est toujours dans le match pour les 2 titres, par C'est exemple. ça, mais tu le disais, l'écart se réduit. Attention à ne pas reproduire ce qu'a fait McLaren l'année dernière, par exemple. D'avoir une monoplace qui est factuellement meilleure que les autres, Mm. là où, par exemple, l'année dernière, Verstappen surpilotait la Red Bull pour atteindre le niveau de la McLaren. Là, c'est par exemple Lewis Hamilton qui surpilote sa Ferrari. Attention à pas s'en mêler les pinceaux. Peut-être que si Russell ça refonctionne un peu mieux, à pas commencer à jouer à des stratégies d'équipe, etc. Va falloir Il va juste, falloir être clair hein, c'est à un ça. Ne moment. vendons pas tout de suite la saison parce que je le disais là, la victoire de Lando Norris, moi je pariais pas dessus. Je ne sais pas ce qui peut se passer jusqu'à décembre prochain. Regarde, la situation, elle est simple. Imagine, à Zandvoort, pas de mécanique, Antonelli abandonne, il repère 25 points. Russell revient à 30 points. Course suivante, ça doit être Monza. Imaginons que les deux s'accrochent. Paf, ils repèrent 25 points tous les deux sur Mm. Hamilton. Hamilton qui a 50 points de retard sur Antonelli, il revient au coude à coude. Pour l'instant ça se passe bien, mais la saison européenne de Kimi Antonelli, on s'en souvient l'année dernière, qui était Hmm. catastrophique. Tu parlais de Monza à Imola, Antonelli, c'était le stress devant toute sa classe et toute sa Ouais. famille à 1 heure de bus de chez lui. Donc, ouais, non. Non, il y a des choses qu'il va falloir surveiller. Il va falloir surveiller en effet cette gestion du duel interne parce que Russell, et c'est normal, doit pas pour le moment être mis sur le côté. Mais il va falloir que ça puisse arriver à un moment sans qu'il tire la gueule. Et il va falloir gérer le retour d'Hamilton derrière. Et Antonelli, on va être très curieux de voir, puisque l'an dernier, tu l'as dit, il a une mauvaise période. Cette année, il n'en a pas eu sur la tournée européenne pour le moment. Il est au top de son jeu, on va dire, top de son game. Mais quand on va se rapprocher de la fin de saison, C'est ça. qu'il va y avoir la pression du titre, Il faut l'urgence de rappeler, conclure. j'ai 22 ans, il faut rappeler qu'il en a 19, bientôt 20, hein, Ouais. et qu'il va aller là probablement se battre pour son premier titre de champion du monde. Enfin, c'est. Et on a vu d'ailleurs qu'Oscar Piastri l'an dernier, ça avait été compliqué pour lui en Mhm. fin de saison. Et qu'Oscar Piastri, ça a toujours été ça, même en formule de promotion. Les fins de saison sont difficiles pour Piastri. Il a du mal à conclure. Est-ce qu'Antonelli va réussir à conclure? On l'a pas vu jouer un Mystère et boule titre de gomme. depuis la Freca, en fait, Mhm. finalement. Donc là, c'est un autre niveau que C'est la ça. Freca. Les dernières saisons ont été plus des formalités administratives que un projet sportif, on va dire. Hmm. Tout a été fait pour qu'il arrive en F1. Ben, à voir si ces années de préparation vont porter leurs fruits. C'est sûr, ça, on a hâte de voir et ça va reprendre dans 2 semaines. Du coup, un peu moins de 2 semaines maintenant,
à Zandvoort aux Pays-Bas. Et alors là, on a vraiment hâte d'y être pour le coup, parce que la F1 nous manque déjà. Mais on profite un peu de l'été aussi pour Oui. penser à autre chose et puis suivre tout ce qu'il y a d'autre à suivre ce week-end. Par exemple, c'est le dernier e-prix de la saison de Formule E à Londres et on aura sur place Mathieu Chambenois et Valentin Glo qui vous fera vivre tout simplement le week-end dans le garage Citroën avec l'équipe Citroën Cocorico. Racing. Voilà, Cocorico avec Jean-Éric Vergne et Nick Cassidy, les deux pilotes Citroën. Et puis Mathieu Chambenois qui lui vous fera vivre tout le reste avec des interviews, etc. retrouvés dans le magazine Auto Hebdo. Cette semaine, pas de magazine, justement. C'est la trêve estivale. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, un nouveau magazine. Et pour se préparer bien gentiment pour le retour de la Formule 1 à Zandvoort. Salut tout le monde, Ciao, à ciao. bientôt.